Bonjour, je suis le docteur Brigitte Charon, je suis des médecins de l'unité fonctionnelle médecine de la douleur et palliatif à Necker enfants malades. Et là, avec Elsa Serre, qui est kinésithérapeute, nous allons vous présenter en fait les techniques non médicamenteuses de prise en charge de la douleur, à savoir ce qui va être kinésithérapie dont on va vous parler Elsa. Et moi après, je vais vous parler de la neurostimulation et de l'hypnose. Il faut savoir que l'hypnose, c'est juste un peu, parce que soit on peut en parler des heures, ça sera trop long, donc c'est juste une petite introduction à l'hypnose et éventuellement après je répondrai à vos questions. On va commencer sans le PowerPoint, c'est pas très gênant. La prise en charge kinésithérapique dans son ensemble se fait dès le début de la maladie, avec un bilan des atteintes, une prise en charge quelle que soit la phase, pendant la phase inflammatoire et puis pendant la phase de rémission, avec une prise en charge plus ou moins fréquente en fonction des atteintes. Donc le kinésithérapeute a un rôle à jouer important dans la prise en charge de la douleur, que ce soit pendant la phase inflammatoire ou pendant la phase de rémission, ou pour donner des conseils aux parents, et aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes pour améliorer le quotidien. Le but étant d'améliorer le quotidien des patients à la maison. Et la prise en charge non médicamenteuse est évidemment complémentaire de la prise en charge par les antalgiques classiques. Alors, dans la prise en charge non médicamenteuse, donc pour les techniques kinésithérapie, on utilise le DLM qui permet d'améliorer le retour veineux et donc la mobilité. C'est une technique qu'on utilise surtout en phase inflammatoire pour réduire l'œdème auquel on peut associer des mobilisations dans le but de faire un entretien articulaire en entretien articulaire pendant cette phase. On utilise aussi donc les massages à visée antalgique associés aux mobilisations douces, toujours dans le but d'entretenir au niveau articulaire en fonction de ce que le patient peut supporter. Oui, pardon. Le DLM, c'est le drainage lymphatique. Donc, on utilise aussi énormément la physiothérapie. Donc, c'est plusieurs techniques qui peuvent être utilisées par le kinésithérapeute en début et ou en fin de séance de rééducation, mais qui, pour certaines, peuvent être utilisées aussi au quotidien à la maison
sans limitation de fréquence, en fonction des besoins des patients. Donc on peut utiliser la chaleur avec l'aide des Hold Pack. Donc ça peut s'utiliser chez le kiné ou à la maison, en fonction des périodes où la douleur apparaît. Ça aide aussi en début de séance pour détendre au niveau musculaire. Le froid, en général, c'est moins bien supporté par les patients, mais c'est quand même utile en phase aiguë. Donc si le patient supporte, ça peut être quand même intéressant pour diminuer l'inflammation. Et donc, à l'aide de glace ou de Hold Pack entouré d'un linge humide pendant à peu près 20 minutes. Les ultrasons sont utilisés donc, avec quand même des précautions à prendre. Il faut les utiliser à distance des vertilages de croissance. Et donc, on évite quand même de les utiliser chez le jeune enfant. Et le TENS, donc c'est la neurostimulation dont le docteur Jaron va vous parler après. Donc, la balnéothérapie, en eau chaude, à peu près à 35 degrés, ça permet de diminuer le tonus musculaire et donc d'aider au dérouillage articulaire. C'est des techniques qui peuvent être utilisées quand il y a certains kinés qui ont des balnéothérapies, donc ça peut être utilisé, on peut faire des séances de kinésithérapie en balnéothérapie, ce qui permet d'avoir moins de contraintes sur les articulations, mais c'est aussi en fonction des articulations touchées, dans une baignoire ou dans une bassine à la maison. Ça peut être utilisé à tout moment de la journée, le matin pour le déroulage articulaire. Il ne faut pas hésiter à faire des exercices dans l'eau, même à la maison. Donc, les ergothérapeutes ont un rôle à jouer aussi dans la prise en charge de la douleur. Donc, quand c'est vraiment nécessaire, on peut avoir recours à des attelles de repos qui sont portés plutôt la nuit, si vraiment le patient a besoin d'être soulagé par une mobilisation, mais avec quand même un risque d'enlaidissement. Donc quand on a vraiment besoin d'utiliser une attelle, il faut absolument que les articulations soient mobilisées en parallèle de ce port de l'attelle, au moins 2 fois dans la journée, donc dans l'eau si besoin, ou par le kiné, pour entretenir quand même la mobilité articulaire. C'est l'inconvénient de l'attelle, mais des fois ça peut quand même apparaître indispensable. Et puis, plutôt dans le cas des douleurs chroniques, on peut faire des attelles de fonction qui sont à utiliser plutôt la journée en fonction des besoins pour éviter, pour prévenir les attitudes vicieuses et puis pour éviter qu'une douleur apparaisse dans certaines fonctions qui peuvent durer longtemps, comme l'écriture par exemple. Ça peut aider à éviter le déclenchement de la douleur quand on a une action un peu longue à réaliser. Voilà. Et donc, je vais laisser la place au docteur Charon pour vous parler du TENS. Alors, le TENS, la neurostimulation transcutanée, ça sert à augmenter, à rétablir l'activité d'un système de contrôle inhibitaire de la douleur. Elle crée une contre-stimulation. Quand vous vous faites mal, quel est votre réflexe? C'est de vous frotter là où vous avez fait mal. En fait, il faut savoir que les voies de la douleur, ça part des récepteurs qu'on a au niveau de la peau, des articulations, des viscères. Ça arrive jusqu'au niveau de la moelle, puis ça monte jusqu'au niveau du cerveau, où là, la douleur va être intégrée pour savoir quel type de douleur vous avez. Vous va rentrer aussi en fonction tout ce qui est les anciennes douleurs que vous avez vues, ce que représente la douleur, les émotions qu'elles peuvent représenter pour vous. Et c'est là aussi qu'après les techniques psychocorporelles dont l'hypnose vont agir. Donc quand cette douleur est arrivée au niveau du cerveau, après, il y a tout un système de contrôle qui se fait pour diminuer cette douleur. Et entre autres, les contrôles inhibiteurs qui sont que le fait de se frotter va diminuer cette douleur. Cela est dû que la douleur est transférée
par des fibres qui sont toutes petites, qui ont une conduction lente, alors que tout ce qui est le tac, la sensation de frotter, est transféré par des fibres beaucoup plus grosses, qui sont beaucoup plus rapides, qui arrivent donc au cerveau beaucoup plus rapidement. Et cela fait comme s'il y avait ce qu'on appelle la théorie du gate control. Je ne vais pas vous faire, rassurez-vous, un cours de physiologie de la douleur, qui coupe la transmission de cette douleur. C'est en ça que le TENS va agir, mais ça a aussi une autre action, c'est que ça entraîne aussi une sécrétion d'endorphine, donc de sa propre morphine, et va pouvoir aussi agir sur la douleur. Donc c'est une technique antalgique qui est non médicamenteuse. Donc là c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut poser des électrodes, types d'électrodes, les différents types de neurostimulateurs. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants qui sont suivis à Necker, ceux qu'ils utilisent le plus, c'est celui-là, hein, c'est le CFA. Alors, le principe d'utilisation, c'est indication dans le cadre d'une prise en charge de la douleur. Ça nécessite des consultations et le patient est acteur de la technique. Je peux vous dire qu'un enfant, il comprend très vite comment ça marche. On lui explique que c'est à la limite comme un jeu, comme les jeux qu'ils utilisent. Ils savent très bien l'utiliser. La consultation, elle peut se faire en ambulatoire et modulable. On peut le faire quand on veut, à la maison. Il n'y a pas de contre-indication particulière, simplement, quelquefois, en fonction des programmes utilisés, il y a quand même des indications de durée. Donc, généralement, ces enfants, je les vois, moi, en consultation, je pose l'indication d'un TENS, et à ce moment-là, ils sont vus en consultation par les infirmières ressources douleurs de l'équipe, qui vont se charger d'expliquer le maniement de l'appareil, de voir avec l'enfant quel programme est plus efficace pour lui. Est-ce que ça va être un programme juste gate control? Est-ce que ça va être un programme sécrétion d'endorphine? Est-ce que ça va être un programme qui associe les deux fonctions? Et en plus, il y a un programme qui est dit un programme massage, qui là peut être fait autant de temps qu'on veut, qui peut aussi renforcer l'effet antidouleur. Et puis, on le fait généralement, l'enfant va manipuler l'appareil et on va lui essayer, si vous avez quand même certains qui ne vont pas supporter les sensations que cela peut entraîner. Et c'est inutile de vouloir absolument qu'il utilise ce genre de traitement. Alors, en fait, ce qu'on recherche, c'est d'aller du désagréable au supportable. Donc, en fait, de l'éclair à l'engourdissement. C'est plus facile de supporter. En fait, ça crée une sensation, généralement un genre, peut-être un peu de fourmillement. C'est une sensation différente de la douleur qui doit être supportable et qui ne doit pas être désagréable. C'est ça qu'on recherche en montant l'intensité de manière régulière, afin de voir avec le patient ou l'enfant ce qu'il peut supporter comme effet. Et puis en fait, ce qu'on cherche, c'est de la contracture à la détente, et c'est donc l'effet massage qui va permettre d'améliorer le ressenti de la douleur et diminuer surtout la douleur. Alors maintenant, on va passer aux techniques psychocorporelles. Alors il y en a plusieurs que je vous ai énumérées là, et je ne vais vous parler que de l'hypnose. La méditation en pleine conscience, c'est aussi actuellement en train d'être montré sa preuve, entre autres chez l'enfant, et vous pouvez éventuellement, pour vous renseigner, vous procurer le petit livre là qui s'appelle Attentif, calme et attentif comme une grenouille. Il est très simple, il explique bien qu'est-ce que c'est que la méditation en pleine conscience, et il y a même un petit CD qui permet de faire les séances de relaxation qu'elle propose. Vous avez la sophrologie, vous avez aussi la relaxation thérapeutique. Ça, je ne vous en parlerai pas parce que je ne connais pas bien, mais la psychologue de l'équipe est en train de se former, et dans quelques mois, j'espère qu'elle pourra monter des groupes de relaxation thérapeutique, et puis l'hypnose dont on va parler un peu plus maintenant. Alors l'hypnose, en fait, quand on parle d'hypnose aux gens, souvent la première chose qu'ils pensent,
c'est l'hypnose qu'on voit à la télévision, hein, l'hypnose de foire. Donc on pense à l'oubli, bien sûr, à Tintin, à des séances de télévision, mais en fait ce n'est pas ça. L'hypnose, en fait, ça existait de tout temps. Tout ce qui était les chamans, c'était en fait des techniques d'hypnose qu'ils utilisaient, avec parfois quelques substances dites illicites maintenant qui permettaient la transe. Mais en fait, on peut la faire remonter pour l'hypnose actuelle à Mesmer, avec l'utilisation, je ne sais pas si vous avez entendu parler, du baquet. C'était ce qu'ils appelaient le magnétisme animal. C'était la grande mode dans les salons sous Louis XVI, d'être relié par une ficelle à un baquet dans lequel il y avait de l'eau, ou d'aller entourer de ses bras un arbre, et qui permettait d'améliorer éventuellement une douleur, mais aussi si on n'était pas bien pour d'autres causes. Ensuite, il y a eu essentiellement Charcot, qui a été le premier qui a travaillé sur l'hypnose plutôt dans l'hystérie. Et après, Freud a été un de ses élèves, mais il s'est orienté après sur la psychanalyse. Et en fait, l'hypnose moderne revient à Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, qui a lui développé la technique d'hypnose médicale qu'on utilise actuellement. Alors, la définition, il y en a plusieurs définitions de l'hypnose, ça c'en est une. C'est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l'intervention d'une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante tout en restant en relation avec l'accompagnateur. En hypnose, vous n'êtes pas endormi, vous êtes toujours présent, même si on a l'impression que vous êtes endormi. Et puis si il y avait des choses qu'en hypnose on vous dit de faire ou de penser que vous ne voulez pas le faire, vous ne le ferez pas, vous gardez toujours votre libre arbitre. Donc, c'est une relation empathique et thérapeutique entre un professionnel de santé et un patient. Il faut toujours être empathique avec le patient. Si vous ne l'êtes pas, je vous déconseille de faire l'hypnose. Forme de communication entre deux personnes qui permet d'accéder à des ressources inconscientes, qui sont les ressources propres du patient dont il n'est pas forcément conscient. Et le thérapeute guide le processus hypnotique durant lequel il est sujet à une modification dans l'expérience du sujet. C'est-à-dire un sujet douloureux, on va essayer de lui changer la perception de sa douleur. C'est un état de veille modifié. Vous l'avez tous ressenti quand vous êtes dans un train et que vous regardez le paysage défiler. À un moment, vous êtes conscient que vous voyez le paysage qui défile, mais en même temps, vous êtes quelquefois ailleurs. Ou au moment où vous êtes en train de vous endormir le soir, vous êtes dans ces moments où vous êtes un petit peu en état de veille, mais aussi en étant endormi, ou quand vous êtes plongé dans un livre qui vous passionne, ou quand vous êtes au cinéma. À la limite, je ne sais pas si vous avez vu le film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, on pourrait dire que c'est un peu une illustration de l'état hypnotique. Et le but, c'est occuper la pensée de l'autre. Le but, c'est d'occuper la pensée de l'autre pour qu'effectivement, on l'améliore, et on va l'utiliser aussi bien en hypnose dans la douleur chronique, mais on va l'utiliser aussi beaucoup dans l'hypnose lors d'un soin douloureux. Les enfants, ils sont très hypnotisables facilement, on les embarque très rapidement dans une histoire, et on peut, pendant le soin, arriver à les emmener à un ailleurs, et vous vous servirez de tout ce qui se passe pendant le soin du geste douloureux, pour intégrer ce geste dans l'histoire que vous racontez ou dans ce qu'ils vivent. Les enfants, généralement, ils adorent un match de foot. Vous faites le match de foot avec eux, vous courez avec eux, vous marquez un but, et ça fait passer ce soin douloureux, même s'il dit aïe au moment du soin. À la fin du soin, si vous lui dites c'est fini, il va vous dire ah bon, en fait, il n'aura pas le souvenir de ce qui a été douloureux. Donc il n'appréhendra plus le soin d'après. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on change nos expressions. Moi, quand j'ai commencé, je pense que vous aussi, on nous a appris, aussi bien aux infirmières qu'aux médecins, qu'il fallait tout expliquer, et entre autres, dire « n'aie pas peur, ne t'inquiète pas ». Et en fait, l'inconscient, il ne comprend pas la négation. La seule chose qu'il va comprendre, c'est « aie peur, inquiète-toi ». Donc, il faut qu'on apprenne à changer notre manière de parler, pour justement ne pas induire cette négation. Donc, importance du choix des mots. On va utiliser des mots qui favorisent une réalité différente de la douleur. Au lieu de dire ne t'inquiète pas, on va dire tout va bien se passer, tout va bien. Et en plus, on va passer son temps à l'utiliser, ce mot, on va saupoudrer, on va en reparler après.
Donc voilà, changer nos expressions, par exemple, n'aie pas peur, rassure-toi. Et là, je vous ai mis un... Moi, je trouve que ça illustre bien, parce que quelquefois, on ne fait pas très attention à ce qu'on emploie comme mot. Vous voyez, il y a un petit enfant, là, il a une perfusion, et puis il y a le médecin et l'infirmière. On va arrêter la voie IV et faire un relais Péros. Qu'est-ce qu'il comprend, lui? On va me piquer l'os. Donc, il va être encore beaucoup plus anxieux. Donc ça, je trouve que ça illustre très très bien nos expressions qu'on emploie de temps en temps, qui ne sont pas toujours bien comprises. Alors, en fait, pour mettre quelqu'un en état d'hypnose, on va utiliser ce qu'on appelle les techniques d'induction. C'est qu'on va amener le patient à se déconnecter progressivement, à être dissocié pendant une séance, c'est-à-dire qu'il est à la fois là et à la fois pas là. Et c'est grâce à la confusion induite par les suggestions que le patient quitte sa relation habituelle à lui-même, aux choses et aux autres. C'est-à-dire qu'on va engendrer, avec les mots qu'on va employer, même à dessein, on peut dire tout et son contraire, ce qui fait qu'on va engendrer une confusion du patient, et c'est comme ça qu'on va arriver à dissocier. La dissociation, c'est le principe même de l'hypnose, c'est être là et ailleurs, dans le présent, on peut même être dans le présent, dans le passé ou dans l'avenir, et dans les ressources du patient. On est à la fois spectateur et acteur, et la dissociation, c'est ce qui produit l'analgésie, la détente, et qui va surtout mobiliser les ressources du patient. Alors, on utilise beaucoup comme méthode d'induction. On est tous plus ou moins soit visuels, soit auditifs, soit kinesthésiques, soit plutôt l'odorat, soit plutôt le goût. Donc on va utiliser donc la sensorialité, ce qu'on est, pour faire ces inductions. Alors on peut, comme avant de voir le patient, avant de faire une séance d'hypnose avec le patient, on va l'avoir interrogé, on va discuter avec lui, on va savoir ses goûts. Et on peut donc utiliser ça. Quelquefois, on peut aussi, ce qu'on appelle, c'est balayer le tout. C'est-à-dire qu'on va partir sur ce qu'on appelle un chemin d'induction des 5 sens, où on va commencer en lui faisant visualiser un paysage, les bruits qu'il peut y avoir dans ce paysage. Il se promène dans la campagne, il y a une cloche d'une église qui sonne au loin. Il peut avoir envie de cueillir une fleur et de toucher cette fleur, la sensation qu'il a, l'odeur qu'il va avoir dans la campagne, mais ça peut aussi, par l'imagination, c'est l'odeur si agréable du printemps. Le goût, on peut aussi lui faire goûter ce qu'il ressent, lui faire imaginer un gâteau. Donc on va tout utiliser, soit on reste sur juste une sensation sensorielle, soit on prend le tout, ce qui permet des fois de faire une induction très longue et de détendre encore plus le patient et de l'amener à la dissociation. Alors on doit s'ajuster au patient, c'est-à-dire qu'on ne prend pas ses propres goûts à soi. C'est pas soi, c'est pas nous qui partons quelque part. C'est s'il vous a dit moi je déteste la campagne, ce que j'aime c'est la mer, vous allez partir en bord de mer avec lui. Et si vous avez l'impression qu'il est plus visuel qu'auditif, vous allez rester surtout en visuel. Donc il faut l'observer, le verbal, ce qu'il vous a dit, mais aussi le non-verbal, ce qu'il n'exprime pas, sa posture, l'expression du visage, la gestuelle et le rythme respiratoire. Quelqu'un qui est dans une transe hypnotique et qui est bien dissocié, il va avoir une respiration très lente. Donc, progressivement, ça va diminuer. Et vous allez de plus en plus, vous allez inconsciemment parler de plus en plus lentement en vous calquant sur son expiration. Quand on s'observe, on s'aperçoit qu'on diminue son débit et qu'on parle de plus en plus lentement. Et puis aussi l'expression du visage. Est-ce que vous voyez une montée d'angoisse qui arrive? Est-ce qu'il y a des larmes? Parce que soit les larmes, vous pouvez dire que les larmes c'est bien, c'est libérateur, au contraire, vous allez aller de mieux en mieux. Ou si vous avez l'impression qu'il y a une bouffée d'angoisse, en fait il faut le ramener dans une situation où il est bien, où il est détendu. Généralement, moi j'utilise ce qu'on appelle le lieu de sécurité, qui est un endroit qui est à eux, où ils sont bien, où rien n'arrive. Donc c'est important de le savoir. Et éventuellement, dans les premières séances d'hypnose que vous faites avec un patient, c'est d'aller le faire aller dans cet endroit de sécurité dans lequel vous pourrez le ramener à chaque fois quand vous sentirez qu'il y a une bouffée d'angoisse. Et vous allez mettre en valeur ses ressources, vous allez orienter le patient, il est focalisé sur son problème, il va être focalisé sur sa douleur, et en fait, il faut arriver à ce qu'il se focalise sur autre chose, sur ce qu'il est capable de faire malgré cette douleur. Et on peut utiliser ces résistances comme des ressources. Vous avez certains patients qui sont particulièrement résistants, et là, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. S'ils ne veulent pas faire ce qu'on appelle le lâcher-prise, vous n'y arriverez pas.
Mais il faut essayer d'aller au-delà si on peut. Alors, on veut utiliser soit des suggestions directes, soit des suggestions indirectes. C'est vous qui faites une proposition clairement exprimée, c'est vous qui suggérez le changement. Tu respires et ton corps se détend. Là, vous lui induisez qu'il respire, et comme il respire, le corps va se détendre. Et puis vous avez les suggestions indirectes. Donc, qui sont le choix illusoire. Ça, on peut l'utiliser, entre autres, quand on utilise le mets au pas. On prend 2 masques, un dans chaque main, parfaitement identiques, et on dit à l'enfant, tu veux quel masque? Lequel? Celui de droite ou de gauche? Il va choisir. C'est exactement le même masque, alors qu'il vous aura peut-être dit non au début. Il aura fait son choix à lui, vous aurez obtenu ce que vous voulez. Ça peut être aussi à vos enfants le soir, vous lui dites, tu veux te laver les dents avant ou après avoir mis ton pyjama? De toute façon, il sera lavé les dents. Donc, mais il sera content parce qu'il aura choisi. Le saupoudrage, vous allez employer toujours à peu près des mots de rassurance dans tout le long de votre discours, et tout va bien, et tu respires avec d'autres mots. C'est-à-dire que vous saupoudrez régulièrement des mots de rassurance. Saturation de parole, ça va plus s'utiliser dans les soins douloureux, où on va se mettre à parler de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'il est vraiment saoulé de parole, votre patient, et entre autres, quand je vous parlais du match de foot, on va aller de plus en plus vite, on va courir, et puis l'ultime, on regarde un peu ce qui se passe, et l'ultime, ça va être le but. Donc il va crier, ou vous faites, moi j'avais fait une fois une course de voiture avec un enfant, et c'était la victoire, parce qu'il est arrivé le premier, donc bon, ça demande pas mal d'imagination, mais on finit par y arriver. Sinon, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'allusion, la métaphore, un conte. Vous allez bâtir un conte avec ce que vous a raconté votre patient. Les pouvoirs magiques, les enfants, ils adorent tout ce qui est magique. Et donc, ils vont être doués de pouvoirs magiques qui va leur permettre d'aller faire une quête, de chercher ce qu'ils ont besoin de chercher et de finir la quête en étant vainqueur. Donc ça, vous partez sur ça, et ça permet aussi d'arriver à faire un soin douloureux ou le lieu de sécurité, où là, il est bien, il peut tout y laisser. Moi, des fois, je leur fais aller dans leur lieu de sécurité, je leur dis là, il y a des sacs poubelles, tu déposes tout ce qui te gêne, tout ce qui te fait mal, tu le déposes, on ferme le sac poubelle et on va le jeter. Ou si tu veux garder, tu le gardes dans un coin. Ou vous racontez une histoire, aussi pareil, pour un soin douloureux, vous racontez une histoire, ça va occuper l'esprit de l'enfant, et vous allez pouvoir faire le soin sans qu'il même s'il ressent de la douleur, il ne l'intégrera pas comme une douleur. Alors, en douleur chronique, pour beaucoup de douloureux chroniques, l'hypnose est magique. Ils ont vraiment l'impression que c'est le dernier recours, ils viennent nous voir, ils ont tout essayé, tous les médicaments, ou ils en ont assez des médicaments. Donc il faut aussi leur dire, bon, on va essayer, on va faire une première séance, on va voir si ça a un effet sur vous ou pas, et surtout, quelquefois, ils sortent de la séance, je dis, ah, je suis bien, mais quand vous les envoyez, ils vous disent, oui, mais 1 heure après, j'avais encore mal, la douleur était revenue. Pour être efficace, elle doit être incorporée dans une intervention psychologique plus large. C'est que généralement, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, effectivement, moi je le vois beaucoup sur les adolescents, même s'ils n'ont plus mal, même si la maladie paraît éteinte, les douleurs persistent quelquefois, et il faut rechercher quelles sont les causes psychologiques qui peuvent faire perdurer ces douleurs. Cette douleur, elle est réelle, ils ont vraiment mal. Donc il ne faut surtout pas la nier, mais quelquefois la prise en charge, elle doit être à la fois avec un psychologue et à la fois avec un médecin de la douleur. Et l'hypnose, il y a pas mal de psychologues qui se sont formés à l'hypnose maintenant. Quelquefois, ça permet des bonnes prises en charge quand c'est fait par une psychologue. Donc elle amène le patient à consulter cette douleur. Il faut toujours qu'on recherche quand même, alors je parle pour l'hypnose en général, s'il y a une cause organique, parce qu'il faut quand même la traiter. Quel sens le patient donne à sa douleur? Est-ce qu'elle est importante pour lui? Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, c'est que c'était longtemps normal d'avoir mal, on gagnait son ciel en ayant mal. Donc il faut aussi savoir, est-ce que pour lui cette douleur elle est insupportable, il ne peut pas vivre avec, ça bousille toute sa vie familiale? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'il faut la diminuer complètement? Il faut juste la diminuer de ce dont il a besoin. Quelquefois, dans la séance d'hypnose, je dis, je ne sais pas jusqu'à
seuil de douleur, tu vas aller aujourd'hui, mais on va la diminuer ce dont tu as besoin, juste ce dont tu as besoin. Parce que on m'avait parlé un jour l'exemple d'une femme qui avait un problème de sciatique, avec une douleur de l'ombilic sciatique, qui fait une séance d'hypnose, qui est entièrement soulagée de sa douleur. Et comme elle allait très bien, elle s'est dit chouette, je vais faire mon jardin. Elle est allée un peu trop loin, et la douleur est réapparue. Alors qu'au fond, elle aurait gardé une petite douleur à l'arme, ce qui est important, peut-être que ces douleurs seraient pas réapparues. Et puis, très important, c'est l'histoire du patient. Donc, c'est très important l'interrogatoire du patient avant, de discuter avec lui, la vision qu'il a de son corps, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses orientations de vie, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et le but, c'est changer la perception de son monde à ce patient, c'est travailler à l'intérieur du cadre de référence du patient et non le modifier. On ne va pas le modifier, on va travailler dans son cadre. On n'est pas là pour modifier ce que fait quelqu'un. Alors, il faut aussi qu'il soit motivé. Il faut qu'il soit motivé pour améliorer son état. Si on obtient un soulagement lors de la séance d'hypnose, on gardera toujours la même induction, puisque c'est ça qui marche. On va lui apprendre l'auto-hypnose. Et puis, on va essayer des inductions construites à partir du discours du patient. Et surtout, en fait, on va lui apprendre l'autonomie. Alors, l'auto-hypnose, elle ne peut se réaliser que si le patient a connu une hypnose dirigée par un thérapeute, ou qu'il ait déjà eu une première séance d'hypnose, c'est vous qui l'avez faite, qui l'avez amené là où vous vouliez qu'il aille, qui l'avez aidé. Et après, vous allez lui proposer d'apprendre l'auto-hypnose, c'est-à-dire que pendant les séances d'hypnose, vous allez faire des suggestions qui vont lui permettre, quand il le voudra, de retrouver ces sensations dans lesquelles il était bien. Si vous avez travaillé au début sur de la respiration, en faisant respirer calmement le patient, vous allez lui dire qu'au bout de 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations, il sera dans cet état d'hypnose, de tranquillité, de confort, dans lequel il a besoin d'être et il pourra faire tout son travail là après. Ça peut ce qu'on appelle un ancrage, c'est apprendre l'ancrage, c'est apprendre, mettons, je serre le poing, dès que je serre le poing, je me retrouve là où j'ai envie d'être, où je suis bien. Il va y avoir donc des consignes qui vont donner au patient pendant la transe, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on va lui donner des pistes pour pouvoir continuer à travailler lui-même, et certains vous disent j'arrive pas bien à le faire parce que j'ai besoin de votre voix. Donc dans ces cas-là, on enregistre la séance. Maintenant, avec les portables, c'est facile. Et comme ça, ils peuvent se repasser la séance, ils peuvent faire la séance chez eux comme ils veulent. Alors chez l'enfant, c'est très rare un enfant qu'on n'arrive pas à mettre en état d'hypnose parce qu'ils sont beaucoup plus imaginatifs, beaucoup plus sensible à l'hypnose et on arrive beaucoup plus facilement. Plus on vieillit, plus on devient difficile à être hypnotisé, plus on a de résistance. Il faut une bonne relation thérapeutique avec l'enfant. Ça, c'est quand même, de toute façon, en pédiatrie, c'est obligatoire. Par contre, c'est important de déterminer le niveau de développement cognitif d'abord parce que l'enfant, généralement, il faut quand même que l'enfant soit capable de comprendre, de vous écouter, de se concentrer pour faire une séance d'hypnose. Donc généralement, c'est à partir de 6 ans, 6-7 ans qu'on dit qu'un enfant peut bénéficier de l'hypnose. Certains plus jeunes y arrivent, mais c'est plus difficile. Là, on est plus, je dirais, dans la distraction hypnotique. On l'emmène dans une histoire où il se prend tout à fait pour le personnage, mais il ne sera pas capable de se mettre en auto-hypnose et même de faire une vraie séance d'hypnose. Et puis, il faut quand même qu'un enfant ait des capacités de comprendre de ce qu'on dit. Donc, l'autre fois, on m'a demandé sur un encéphalopathe si c'était possible de faire une hypnose. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait au moins un degré de compréhension et que l'enfant puisse rester suffisamment longtemps concentré. Donc, c'est quand même pas toujours facile de faire de l'hypnose à tout enfant. Il faut aussi savoir ses préférences pour pouvoir s'adapter. C'est pareil, s'il n'aime pas tel personnage, ça ne sert à rien de vouloir partir avec tel personnage. Et il faut généralement, elle évolue sur une pratique non ritualisée qui est beaucoup plus facilement inductible chez l'enfant. Chez l'enfant, on lui induit assez facilement de faire tout un rituel. C'est vrai que moi je l'utilise quand je fais le gant magique pour un soin douloureux avec les enfants. Il y a tout un rituel d'aller chercher le gant, de l'enfiler, de laisser agir. Et ça marche très bien chez le petit enfant. Chez le plus grand, ça marchera moins bien.
Donc, en conclusion, c'est un outil qui possède des avantages pour tous les patients, qui présentent des douleurs chroniques, en particulier les enfants, mais ça nécessite un thérapeute compétent, formé, avec une expérience des mouvements psychologiques en jeu, notamment dans la relation intersubjective qui l'unit au patient. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire demain je fais de l'hypnose, quand même une formation, donc il y a pas mal de formations qui s'ouvrent actuellement. Je mets quand même un bémol à toutes les formations qui sont ouvertes. Je pense qu'il faut, pour que l'hypnose soit valable en médecine, il faut que ça soit fait par des gens qui sont des médecins, soit des paramédicaux, des infirmières, des kinésithérapeutes, des psychologues. Actuellement, il y a certaines écoles d'hypnose qui forment le tout venant, en 10 ans, et qui des gens sortent après avec un diplôme d'hypnothérapeute, et vous voyez dans les rues, hypnothérapeute, coaching, et là, ça va faire du tort à l'hypnose, parce que je pense qu'on peut arriver assez rapidement un peu sur le phénomène de gourou, donc il faut quand même se méfier. C'est dommage, parce que l'hypnose n'est toujours pas remboursée par la sécurité sociale, alors que c'est un bon outil sur le plan médical.